L'histoire du parc national de la Vanoise ne peut se concevoir sans mentionner celle du Parco Nazionale Gran Paradiso qui le jouxte, premier parc national italien créé en 1922. Il est à la fois son grand frère, son inspirateur et son partenaire privilégié. Dès l'origine, une collaboration s'est mise en place. Elle s'est formalisée en 1972 par un jumelage, puis par 2 conventions de partenariat en 1999 et 2003. Le Conseil de l'Europe reconnaît cette complicité par un renouvellement conjoint de leur diplôme européen en 2012. Une exposition photographique commune, réalisée pour leurs 90 et 50 ans, a croisé les regards photographiques de leurs agents en 2012 et 2013 en diverses occasions sur les 2 territoires. « 57 000 hectares en deçà de la frontière italienne, 45 000 au-delà, c'est à la vérité une réserve européenne de 100 000 hectares que le parc français constitue avec le parc italien du Grand Paradis. » On a une grande homogénéité du point de vue morphologique, aussi de gestion de certaines activités de conservation de la nature, mais surtout parce que les 2 expériences, les possibilités de voir des relations avec le monde scientifique peut enrichir encore plus cette continuité territoriale que nous avons déjà aujourd'hui. Que serait le parc national sans la clairvoyance et la motivation de quelques pionniers visionnaires? Dès 1921, le club alpin français a émis la proposition d'un parc national en Vanoise, puis René Varlet l'a défendu à partir de 1953. Le docteur Marcel Couturier, grand acteur de la chasse, y compris au bouquetin, a milité activement pour la création du parc dès 1943. Enfin, Gilbert André, passionnément attaché à Bonneval-sur-Arc, a été un ardent promoteur à partir de 1955 d'un parc culturel. Il a su convaincre Joseph Fontanet et Pierre Dumas, qui entraînent le Conseil général de la Savoie dans une délibération pour un parc international franco-italien en 1955. Quelques traits fondent le caractère du parc national de la Vanoise. Cette union entre les hautes vallées de la Maurienne et de la Tarentaise qui constitue son identité, ses hautes montagnes et ses glaciers, son agriculture et son pastoralisme particulièrement présents et vivants, son patrimoine architectural très typé, attachant pour les habitants et les visiteurs, sa tradition d'alpinisme et de randonnée, c'est enfin une terre de contraste, entre un cœur protégé et une périphérie nourrie d'une puissante économie touristique de sport d'hiver. Prenons le temps de cheminer sur ces 50 ans passés, où le parc national a cherché à protéger, soutenir, accueillir pour préserver et valoriser ce bien collectif. L'hiver, ça va être la saison difficile en montagne. Bien entendu, c'est la saison rigoureuse. C'est du froid, de la neige. Donc de ça va découler 3 difficultés principales pour la faune. La première, ça va être de se déplacer. Dans la neige, tout le monde sait qu'on s'enfonce. C'est pour ça que nous, humains, on met des raquettes ou des skis. La deuxième, c'est de trouver la nourriture. Sous la neige, tout est recouvert. Et la troisième difficulté, ça va être de se protéger du froid. Bien évident que pour la faune, si on rajoute un dérangement supplémentaire, toutes les choses vont se compliquer. C'est-à-dire un dérangement, c'est quoi? C'est une fuite pour les animaux. Tous les animaux ont en général peur de l'homme. Du coup, c'est le fait de fuir, c'est brûler beaucoup de calories. Et puis, qu'est-ce que vont faire les animaux? Ils vont puiser sur la réserve et de là, il peut y avoir une mortalité qui en découle. Protéger, c'est la première mission du parc national. Elle s'appuie sur la production de connaissances, la restitution de ses savoirs pour mieux comprendre, pour aider à la gestion. C'est le Conseil scientifique, créé en 1964, qui a piloté d'abord les nombreux programmes de connaissances avec des laboratoires d'université. Il en ressort une abondante publication de travaux scientifiques. C'est seulement au début des années 80 que se met en place une équipe scientifique du parc national. Celui-ci concentre prioritairement ses observations sur les oiseaux, sur la végétation des prairies, pelouses alpines et subalpines, puis sur les lacs, thème dont le parc national assure le pilotage en interparc. La géologie et géomorphologie
et les eaux souterraines ne sont pas oubliées. Les inventaires se multiplient et sont de plus en plus précis à partir des années 80. Ils se poursuivent par des suivis intimement liés aux impératifs de gestion dans les années 90. Dans ce travail, le parc national est loin d'être solitaire. De nombreux partenaires l'accompagnent, voire le devancent. La surveillance et le respect de la réglementation du cœur des espaces protégés proches sont des missions de base des gardes du parc national. Mais ils sont avant tout moniteurs, donnant la priorité à la prévention par la sensibilisation et l'information. Lorsque Natura 2000 arrive, sous l'impulsion de l'Europe, le parc national s'y implique par un programme pilote sur la gestion de ses habitats. Progressivement, les visiteurs, habitants, élus investissent la protection des patrimoines naturels, architecturaux et paysagers. Veille et écoute des acteurs du territoire, conseil et appui aux porteurs de projets, une aide pratique des gardes auprès des communes sont les moteurs essentiels d'une reconnaissance et d'une acceptation par les populations. À partir des années 90, cette aide se renforce auprès des gestionnaires de terrain, des agriculteurs, pastoralistes, forestiers, stations de sports d'hiver et réseaux de transport électrique. La restitution des connaissances, la mise en scène du parc national se concrétise par des dépliants, des périodiques, des expositions, des films, des ouvrages et publications scientifiques. Voici quelques exemples de l'action du parc national avec ses partenaires au travers du bouquetin, des grands rapaces, notamment les aigles royaux et le gypaète barbu, des galliformes, du chardon bleu et enfin des zones humides. Il ne subsistait plus que 60 bouquetins en France, localisés en Vanoise en 1963. En 2013, ils sont désormais plus de 10 000, dont 2 000 en Vanoise. L'investissement phare du parc national, en lien avec le Parco Nazionale Gran Paradiso, pour assurer la sauvegarde de cette espèce emblématique, a permis depuis les années 90 la réintroduction des bouquetins dans le Vercors, les écrins, le Mercantour. 1500 marais, tourbières et ripisylves parsèment la Vanoise. Mais ces milieux ont perdu la moitié de leur surface entre 1960 et 1990. Des inventaires ont été conduits à partir du début des années 2000 avec le Conservatoire des espaces naturels de Savoie. Grâce aux communes de Saint-Martin-de-Belleville, Les Allues, Bessan et Lens-le-Villard, on est passé maintenant de la connaissance à l'action de gestion. 354 zones humides sur le territoire, ce qui est bien. Je crois que c'est une belle référence pour notre département. Donc désormais, cet inventaire étant réalisé, on voudrait faire connaître cette richesse et on voudrait naturellement les protéger pour que nous puissions garder en patrimoine cette richesse. C'est un acte important de maîtrise. Voilà. C'est, je crois, ça, la maîtrise de notre développement, la maîtrise de nos paysages. Et on se dit, pour l'avenir, pour nos enfants, nos petits-enfants, il faut être très attentif à toutes ces préoccupations. Le cœur du parc national ne peut fonctionner seul. Le patrimoine n'a pas de frontières. L'avenir s'écrit par le développement de la solidarité écologique entre son cœur et l'aire d'adhésion, la préservation et la gestion des sites et espèces les plus emblématiques, mais aussi et surtout par la protection de la nature dite ordinaire qui fonde la qualité de la matrice du territoire. Le service que pourra apporter le parc national par la mise à disposition des connaissances accumulées, des expériences de gestion sera essentiel. L'homme est présent en Vanoise depuis le néolithique. Il n'a pas attendu le parc national pour contribuer par cette longue histoire à la richesse et à la diversité du patrimoine culturel. Le parc national a par contre permis depuis sa création de mieux connaître et d'aider à la restauration et à la valorisation de ce patrimoine. Un inventaire a ainsi été conduit dans les années 90, suivi par un autre inventaire qualifié de l'architecture rurale du cœur de 2011 à 2013. Le caractère du parc est fortement marqué par l'agriculture et le pastoralisme. Un premier programme d'études scientifiques a été conduit sur les alpages dès les années 60. Diverses expositions, films et livres sont créés régulièrement pour témoigner de l'importance de la composante culturelle de ces activités au sein du parc national. Brebis, taunes et marteaux, vaches tarines, Beaufort d'alpage, l'agriculture et le pastoralisme font incontestablement partie du caractère du parc national. Avec la Chambre d'agriculture et la Société d'économie alpestre, des diagnostics pastoraux sont conduits dès l'année 2000.
Le guide Alpages et prairies de montagne, un patrimoine biologique et agricole montrant le rapport de l'agriculture à la biodiversité est édité en lien avec le GIS Alpes du Nord. Ce document et les actions communes permettent de croiser les regards sur le terrain. Le parc national participe au prix Maxime Vialet à partir de 2002, puis initie localement le premier concours agricole Prairies Fleuries avec l'APTV en 2010. Le programme Alpes Sentinelle, engagé en 2012 sur plusieurs parcs nationaux, vise des suivis à long terme du changement climatique. La gestion agro-environnementale des prairies d'altitude est favorisée par la mise en place du DOCOB Natura 2000, massif de la Vanoise en 2006 et ses mesures agro-environnementales. L'action du parc national dans le domaine agricole a été possible dès le départ par des contacts réguliers entre agriculteurs et agents du parc, souvent des enfants du pays. Au départ en retraite de ceux-ci dans les années 90, les relations entre parc national et monde agricole se sont structurées par des conventions, par un personnel spécifique et une commission agriculture durable. L'action concrète se traduit par l'aide aux travaux d'été en alpage, la réhabilitation ou l'aménagement de pistes pastorales, l'appui à la création de captages d'eau, la mise en place d'aides bergers, le soutien aux races locales. Le parc national a pu accompagner ses partenaires sur le bâti traditionnel et les toitures en lauze, le suivi des paysages patrimoniaux par l'Observatoire photographique des paysages mis en place en 2005, les aides aux prairies de fauche, la valorisation du patrimoine rural. Qu'il est riche et divers le patrimoine de ce territoire. Dès les années 80, on inventorie des variétés traditionnelles fruitières et on les sauvegarde dans un verger conservatoire délocalisé. Dans les années 90, la coopérative laitière de Lens-le-Bourg s'associe au parc national pour un circuit de visite de la fabrication du Beaufort et une campagne de promotion de ce fromage auprès du public des refuges. Des travaux de recherche sur la vie pastorale sont conduits dans le vallon de Chavières, à Pralognan, complétés par un guide à l'usage des accompagnateurs. Voici en 2006 une exposition et un livre, Être paysan en Vanoise, qui œuvre à un regard nouveau sur cette activité et ses acteurs. La restauration de la route du sel et des fromages est engagée en 2010, illustrée d'un ouvrage, et devient le fil conducteur de la muséographie de la Maison de la Vanoise à Pralognan. Il y a bien un compromis et un contrat entre des agriculteurs qui ont des pratiques et qui essayent de dire et de maintenir un équilibre entre des pratiques où on a besoin de faire de la qualité de fourrage. Et c'est vrai que la tendance intensive du fourrage voudrait qu'on fauche très tôt et qu'on fasse de l'herbe très tôt. Parce que c'est sûr que l'herbe fauchée tôt, d'ailleurs quand on monte en alpage, l'herbe de violette avec les bêtes, on fabrique un fromage et du lait de meilleure qualité qu'en fin de saison. On a trouvé un bon compromis, j'aimerais que ce soit toujours le cas comme ça, malheureusement avec l'environnement, c'est pas toujours le cas, j'aimerais que ce soit toujours le cas, qu'on puisse s'entendre comme ça, parce que c'est à mon avis, dans ces équilibres-là, qu'on trouve le juste milieu pour tout le monde. Et c'est vraiment ça, ce que moi j'exprime et que je défends, tant du côté des écologistes que du côté de certains paysans qui ne veulent pas en entendre parler. C'est une mission quelque part, ouais, tout à fait. Et elle va dans le sens d'une aide et d'une reconnaissance au travail bien fait. Je pense que les fleurs font partie de la qualité, à condition qu'elles ne soient pas faites trop tard et qu'elles soient dures comme des triques, comme on dit chez nous. Mais si c'est fait au bon moment, bien sûr que je pense qu'une prairie fleurie, elle est bonne pour l'environnement, elle est bonne pour l'animal. Protéger, c'est bien. Donner le parc national à découvrir, à parcourir, c'est mieux. Accueillir est une exigence pour le parc national depuis sa création. Tous les publics doivent pouvoir en bénéficier. Des opérateurs locaux sont présents, il faut savoir les associer. Des lieux offrent leurs secrets et leurs trésors, il faut les investir et toujours valoriser, partager. Le tourisme vert, les randonneurs, cette priorité est naturelle et légitime pour le parc national. Il s'y investit dès ses premières années d'existence. Les gardes-moniteurs, mais aussi l'association des Amis du Parc deviennent rapidement les premiers médias de sensibilisation et de l'accueil des visiteurs. Pour accueillir, le parc national n'est pas seul. Très vite, le partenariat s'impose avec les acteurs locaux. Le parc national met ses connaissances au service de la formation de ceux qui sont aux premières loges. Les guides et des agents du parc national, les personnels des offices de tourisme et des syndicats d'initiative, et les accompagnateurs en montagne et les gardiens de refuge. L'objectif est d'en faire des ambassadeurs du parc national et de ses valeurs qu'il a pour mission de porter. Le parc national fait le choix de la synergie avec les offices de tourisme. L'objectif est d'en faire des ambassadeurs du parc national et de ses valeurs qu'il a pour mission de porter. Le parc national fait le choix de la synergie avec les offices de tourisme. Le parc national fait le choix de la synergie avec les offices de tourisme.
14 points d'information vanoises avec une hôtesse sont ainsi progressivement mis en place. Les gardes-moniteurs, initialement recrutés sur place, ont permis de tisser des liens avec les acteurs locaux, les habitants. Ils ont pour cela régulièrement participé aux activités de la vie locale, dont entre autres le déneigement, la participation au secours en montagne et une aide pédagogique. Ainsi, par exemple, dans les années 80, le total des journées consacrées à l'encadrement des sorties scolaires de neige et sportives est de près de 110 jours par an. Le changement de recrutement des agents, désormais national, ouvre un nouveau défi plus délicat à l'intégration locale. Le parc national apporte aussi son soutien à diverses manifestations et activités de la vie savoyarde. On citera sa participation à l'accueil des Jeux olympiques d'hiver d'Albertville à Tignes en 1992, à la commission environnement du championnat du monde à Val d'Isère de 2009, au passage du Tour de France au col de l'Iseran en 2007, l'édition d'un timbre postal consacré à la Vanoise en 1996 et en 2013. Très rapidement, la présence du parc national se traduit par la création d'un maillage de chantiers et de refuges en balcon. 16 refuges, 500 km de sentiers balisés. L'inventivité rurale est de mise et des chalets préfabriqués, les chalouins, sont conçus pour servir de refuge et cabanes de surveillance. 9 sites étaient ainsi déjà dotés à la fin des années 60. Les énergies renouvelables trouvent leur place à la fin des années 80. Photovoltaïque, hydroélectricité, éolienne et pourquoi pas une pile à combustible. Le projet est à l'étude. Traitement UV pour l'adduction d'eau, toilettes sèches, l'éco-responsabilité vient de naître. Vous avez dit réseau ? Ce sont 8 refuges qui s'associent en 2007 pour valoriser le Tour des glaciers de la Vanoise. Les parkings et routes facilitent l'accès aux sentiers balcons. Une charte graphique commune à tous les parcs nationaux investit la signalisation pédestre directionnelle. Elle fait partout des émules. Les points d'information sur site apportent le service indispensable aux visiteurs. Les entrées routières dans le cœur du parc, à Bellecombe et au col de l'Iseran, sont également mises en valeur, de même que l'appartenance des communes au parc national. L'expérience, les savoir-faire accumulés doivent servir à tous. Il s'agit de soutenir des projets pédagogiques des scolaires, d'animer le développement de la politique d'ambassadeur du parc, de contribuer à l'accueil du jeune public en centre de loisirs. Les publics en difficulté constituent enfin un objectif majeur de solidarité du parc national. En particulier, il est veillé à l'amélioration de l'accès aux refuges et sites naturels de proximité pour les personnes en situation de handicap ou d'insertion. Si l'on peut résumer les acquis du parc national en matière d'accueil, on retiendra un réseau de refuges qui s'adapte et se connecte, un projet pédagogique avec les scolaires mené depuis longue date et apprécié, des maisons du parc qui s'adaptent et se modernisent à conforter, une volonté de concrétiser le parc national comme jardin de tous les Français. Samivelle ne croyait pas si bien dire, le parc national de la Vanoise est et veut s'affirmer comme le jardin de tous les Français. Après plusieurs initiatives menées dans les années 80 et 90 en faveur des publics défavorisés, le parc national participe à l'accueil des Jeux paralympiques de Tignes-Albertville en 1991. Cette expérience le pousse à mettre en place un programme d'action pour le public handicapé en 2005 avec des randonnées de découverte pour les personnes déficientes visuelles et motrices, des mallettes tactiles. GMF et Parcs nationaux de France apportent leur soutien à cette volonté. Le programme La Nature en partage est signé en 2009 au refuge Porte de l'Orgère. Les efforts consentis sont reconnus par le label Tourisme et Handicap en 2011 pour le refuge Porte du Plan du Lac et en 2012 pour celui de Rosuel. Un prix en matière d'accessibilité est donné à l'établissement par le secrétariat d'État compétent en 2012. L'association Les Montagnes du Silence noue enfin un partenariat avec le Parc national pour des stages de découverte pour les sourds et malentendants. Bonjour. Donc c'est la première fois qu'on vient en famille. Dans l'ensemble, tout le monde est très content. Pour eux, j'ai l'impression que c'est un peu une garantie d'avoir une belle nature, de pouvoir, ils viennent voir des marmottes, des plantes. Il y a des trous de marmottes et puis il y a des cailloux. Je trouve qu'on est en symbiose avec la nature et pourtant on n'a pas cette impression d'être vraiment dans un milieu désert inaccessible. On a vraiment l'impression d'être un peu chez soi et en même temps c'est vrai que la nature est présente, quoi. Elle est très présente et je crois que c'était l'objectif du parc au départ et il est atteint puisqu'on s'y promène, on y vit sans difficulté.
Comment conjuguer la complémentarité avec l'action touristique des territoires quand on a sa propre tonalité? C'est le défi que s'est donné en 2013 le Parc national par l'élaboration d'une stratégie touristique avec ses partenaires. C'est donner toute la place à l'activité estivale et intersaisonnière. C'est innover dans les produits et activités. C'est diversifier les publics. C'est aussi l'accès au refuge et à la montagne pour les familles et jeunes. C'est contribuer à l'amélioration des paysages de station à une politique environnementale. C'est renforcer le dispositif du parc d'information du public. Centre de visiteurs, refuge porte et information de terrain. Ils sont nombreux et riches de diversité, les espaces protégés des Alpes. En 1995, le Parc national de la Vanoise s'associe à la naissance d'Alparc, le réseau alpin des espaces protégés, une réalisation concrète de la Convention alpine. L'association Alparc se crée à Pralognan en 2013 lors du mémorial d'Annie Lauré qui réunit les agents des parcs pour des compétitions amicales. La Vanoise en est l'un des 30 membres fondateurs. Ce réseau d'échanges et d'action a initié nombre de réalisations auxquelles la Vanoise a pu s'associer. Le Parc national a déjà participé à plusieurs réalisations communes. Habitalp, une campagne de cartographie des habitats alpins entre 2002 et 2006. Un ouvrage, Les espaces protégés alpins, un monde fantastique, et l'exposition Montagne mythique en 2007. Vivialp, un outil de survol virtuel des Alpes présent dans ses centres de visiteurs et la constitution d'un réseau transalpin d'éducation à l'environnement montagnard. 50 ans, ce n'est rien face à un avenir qui reste à écrire et à inventer. L'insertion locale, la confiance resteront toujours à gagner et à maintenir. Les changements climatiques offrent des champs d'observation inouïs à nos territoires de référence. Les espèces menacées demanderont encore et toujours notre attention et notre action. Le tourisme durable, la convergence avec les autres moteurs de l'économie touristique forment les nouveaux défis. Les solidarités avec les familles, les jeunes, les publics à handicap sont plus que jamais d'actualité. La charte du Parc national se veut l'instrument de ce défi pour un projet de territoire partagé. Petit à petit, modestement, concrètement, sereinement, ensemble, construisons l'avenir du Parc national.